Salut à tous et bienvenue dans cette émission dans laquelle je vais parler de concentration des indices. Alors qu'est-ce que j'entends par concentration des indices ? Vous le savez, je pense que la plupart d'entre vous, la plupart des indices sont pondérés par capitalisation boursière. Ils ne sont pas équipondérés, c'est-à-dire que pour le CAC 40, on n'a pas un 40e dans chaque action. Pour le S&P 500, on n'a pas un 500e par action. Donc ça dépend de la valorisation de l'entreprise en bourse. Et on atteint aujourd'hui une concentration qui est relativement élevée, à la fois aux États-Unis et en Europe. Et pourquoi est-ce que c'est si important pour les investisseurs, en tout cas pour certains investisseurs? Tout simplement parce que, je pense que vous le savez aussi, les indices servent de support à des ETF. Donc en tant qu'investisseur dans les ETF, on peut se poser la question, vu la concentration dans certaines valeurs, souvent en plus des entreprises du même secteur, voire même corrélées, est-ce qu'il n'y a pas un risque qui commence à devenir important? Donc je vous parlais des États-Unis. Alors on va nommer ces entreprises qu'on appelle souvent les Magnificent Seven aux États-Unis, en référence aux 7 mercenaires, mais quand on parle en français, on parle souvent des 7 magnifiques, donc qui sont Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla. On a aussi un petit peu l'équivalent en Europe, alors beaucoup moins technologique pour le coup, puisque Goldman Sachs a inventé l'acronyme Granola en 2020. Donc Granola qui est l'acronyme pour GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP et Sanofi. Donc elles sont un petit peu plus nombreuses en Europe, puisqu'il y a 11, on parle de 11 valeurs en général quand on parle de l'Europe. Et pourquoi est-ce qu'il y a à peu près un an, ça a commencé un peu à faire la une des différents médias financiers américains ou européens? C'est tout simplement que la pondération des 10 plus grosses valeurs, notamment des 10 plus grosses valeurs américaines, a atteint un niveau extrêmement important. Si je prends le SP500, on a atteint un niveau de plus de 30 ans et les 10 premières valeurs représentent aujourd'hui plus de 33% du SP500 alors qu'on n'était qu'à 17% en 2016. Donc comme souvent en finance, il y a débat. Il y a débat pour savoir si pour les possesseurs d'ETF, peu importe, un Stock 600, CAC 40, Eurostock 50, S&P 500, ETF World, etc. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a un risque de manque de diversification, de plus forte volatilité, etc. du fait de cette concentration très importante? Et à cette question, par exemple, Goldman Sachs répond non. Alors, ce n'est pas une étude qui est très récente, elle date, je crois, de novembre 2023. Enfin, ce n'est pas une étude, c'est plutôt une analyse. Et ils nous expliquent qu'on n'est pas encore en fin de cycle, selon eux, et que l'environnement n'est pas favorable aux petites valeurs qui sont plus cycliques, qui sont plus exposées à leur pays d'origine, qui sont moins profitables, qui ont un bilan plus fragile, etc. Donc, qui sont globalement plus vulnérables. Et selon eux, malgré la concentration importante des indices dans les plus grosses entreprises, ce n'est pas le moment de réduire cette exposition justement aux grosses entreprises. Donc ils expliquent qu'entre un portefeuille plutôt pondéré par la capitalisation boursière ou un portefeuille équipondéré, donc chaque action à la même part, ce n'est pas le moment de quitter le côté pondération par la capitalisation boursière. Alors j'entends la conclusion de Goldman Sachs, je suis d'accord sur la conclusion dans le sens où pour moi il n'y a pas de problème de diversification, mais je ne suis pas du tout d'accord sur la méthode. Eux ce qu'ils font c'est qu'ils sont en train de faire une analyse finalement macroéconomique pour expliquer pourquoi est-ce que en ce moment on est mieux en capitalisation boursière qu'on équipondéré. Moi avant ça, je ne vais pas me compliquer la vie autant que Goldman Sachs, je vais juste me dire, si je regarde le CAC 40 ou le S&P 500 comme un portefeuille, comme n'importe quel portefeuille, est-ce que c'est un portefeuille qui va manquer de diversification? Et si je regarde juste ce chiffre de 33% pour le SP500, donc les 10 premières lignes du SP500 représentent 33%, est-ce que c'est un problème? Pour moi, c'est évidemment non. Et si on fait le même calcul pour le CAC 40, on va évidemment trouver une valeur plus élevée puisqu'on trouve 60%. Donc 60% du CAC 40 est mis sur les 10 premières valeurs. Donc évidemment, on peut commencer à se poser la question pour le CAC 40. Pour moi, la question pour le S&P 500, elle est évidemment répondue. Oui, le S&P 500 est suffisamment diversifié. Mais même pour le CAC 40, en fait, pour moi, il n'y a pas de problème de diversification. 60% sur les 10 premières valeurs. Finalement, qu'est-ce qu'un portefeuille de particulier? Très souvent, il va y avoir entre 10 et 20 valeurs. Dans un portefeuille classique, moins on commence à être un peu trop concentré, on a un risque spécifique sur certaines valeurs qui est trop élevé, et plus de 20, c'est très difficile à suivre. Donc, si vous avez 10, 15, 20 valeurs, vous allez très naturellement avoir vos 10 premières valeurs qui va, la pondération des 10 premières valeurs qui va osciller entre peut-être 70 et 100% de votre portefeuille. Donc même le CAC 40 qui est extrêmement lourd en LVMH, en total, etc., finalement, c'est
très probablement plus diversifiées que la plupart des portefeuilles boursiers de particuliers. Mais il n'y a pas que ça comme point. Il y a le fait aussi que, par définition, ces entreprises sont les 10 plus grosses entreprises. Donc, que ce soit les 10 plus grosses du CAC ou du S&P 500. Donc, si je reste sur le CAC qui est moins diversifié que le S&P 500, ce sont effectivement les 10 plus grosses entreprises. Donc, par définition, LVMH ou Total sont bien plus diversifiés souvent en termes de produits. Alors, c'est un peu moins vrai chez Total. En tout cas, en termes géographiques, c'est évident. Ce sont des entreprises qui sont en général profitables, qui sont, même pour la plupart d'entre elles, extrêmement profitables, dans les 10 premières, très rentables, qui ont des bilans qui sont extrêmement sains, même plus que ça. Non seulement ces entreprises en général sont peu endettées, mais elles ont même très souvent des montagnes de cash. Alors ça, c'est évidemment vrai dans la tech américaine, mais c'est aussi vrai dans pas mal d'entreprises du CAC 40. Donc on le voit, on a à la fois, si on regarde juste le nombre de positions, la pondération, etc., des portefeuilles qui sont diversifiés, mais comme en plus ce sont dans des valeurs plutôt saines, plutôt des boîtes de qualité, on voit que le risque est finalement limité. Et en tout cas, si on regarde juste ce problème de diversification, risque, etc., c'est souvent bien mieux que la plupart des portefeuilles de particuliers. Et un point aussi qu'on oublie, c'est que oui, cette concentration, c'est forcément un risque par rapport à un portefeuille qui serait typiquement, ou un indice qui serait équipondéré, mais c'est justement cette concentration qui a apporté une grosse partie de la performance passée. En 2023, par exemple, les 7 magnifiques ont eu une performance de 76% aux États-Unis contre 8% pour le reste du S&P 500. Mais attention, on ne peut pas botter en touche aussi facilement côté risque. Effectivement, ces valeurs sont fortement valorisées. Ça, c'est une constatation. Oui, ce sont des valeurs qui valent plus cher que les autres. Oui, elles sont corrélées. Alors, c'est beaucoup moins vrai en Europe parce que quand on a du Nestlé, du SAP, du ASML, du Novo Nordisk, etc., on est quand même sur des secteurs différents. C'est vrai qu'aux États-Unis, on est pour le coup vraiment dans un secteur tech. Alors, j'aime pas trop ce terme de tech. On ne peut pas dire que Apple, Meta ou Microsoft, Tesla, etc. ont exactement le même business model, même si elles ont des points communs, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que même si elles ont, on ne peut pas dire qu'elles sont dans le même métier, dans le même secteur, elles sont quand même beaucoup moins diversifiées que si on avait, je ne sais pas, une bancaire dans le lot, ou bien une boîte de pharma, ou bien une pétrolière, etc. On est quand même sur des secteurs qui sont très similaires. Donc oui, ces points-là, je les note, ils sont valides, mais ce sont des portefeuilles qui restent diversifiés. Alors attention, ce n'est pas vrai pour tous les indices. Des indices de petits pays, typiquement le SMI suisse, non, le SMI suisse n'est pas un support bien diversifié pour un ETF. Mais en faisant des recherches sur cette question de concentration, je suis tombé sur une étude de Emotional Funds qui a regardé la performance des entreprises avant et après qu'elles rejoignent ce fameux top 10. Et l'étude est sympa parce qu'elle est faite sur une longue période, de 1927 à 2022. Alors, on s'aperçoit sans surprise, j'aurais même pu ne pas le citer, mais bon, on s'aperçoit sans surprise que les années qui précèdent la montée sur le podium sont très bonnes. Alors, ce que j'appelle le podium, on est d'accord, c'est le top 10. Donc là, top 10 américain pour le coup. Donc, les entreprises, les 3 années avant qu'elles intègrent ce top 10 sont incroyables en termes de performance, puisque ces boîtes ont une surperformance de 27% par an. Surperformance, ça veut dire qu'elles battent le marché en moyenne de 27% par an pendant donc ces 3 années qui précèdent leur inclusion dans le top 10. Pourquoi j'ai dit que j'aurais pu ne pas en parler ? Parce que c'est finalement ça, pas surprenant. C'est justement parce qu'elles ont eu cette performance qu'elles sont dans le top. C'est un peu comme si je vous disais c'est incroyable, tous les gagnants de Coupe du Monde ou toutes les équipes de foot qui sont allées en finale de Coupe du Monde, elles ont toutes gagné leur match de demi-finale par exemple. Oui, c'est justement parce qu'elles ont gagné leur match de demi-finale qu'elles sont allées en finale. Et c'est la même chose ici. C'est justement parce qu'elles ont éclaté le marché en termes de performance qu'elles ont eu des capitalisations boursières qui ont explosé et donc qu'elles ont intégré le top 10. C'est pas ça le plus intéressant, évidemment, c'est que se passe-t-il une fois qu'elles ont intégré le top 10, et c'est là où l'étude devient très, très sympa, puisqu'on y apprend que les 3 années suivantes, donc après l'inclusion, il y a une petite surperformance de 0,6%, donc elles continuent un petit peu à surperformer le marché, et puis les entreprises du top 10 font moins bien que le marché les 5 années, puis les 10 années qui suivent leur montée dans le top 10. Donc on le voit, avant la montée dans le top 10, performance incroyable. Une fois dedans, ça marche pas mal 3 ans. Et puis après, les 2 d'après, et encore les 5 d'après, si vous voulez. Donc on a 3, 5, 10. Ça marche encore 3 ans. Et puis après, il y a une légère sous-performance. Alors attention, je parle bien de légère sous-performance, puisque sur 5 ans, c'est moins 0,9%. Et sur 10 ans, c'est moins 1,5%. Donc rien à voir avec les performances avant leur inclusion. Mais malgré tout, ça veut dire que voilà, une fois qu'elles sont rentrées dans le top 10,
alors la magie s'arrête, on peut dire. Bon, ok, c'est une étude intéressante, mais elle veut surtout dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux plus grosses entreprises une fois qu'elles sont dans le top 10, mais avant. Donc peut-être avoir comme horizon d'investissement, si vous faites du stock picking, je ne sais pas, les 20, 30 ou 50 plus grosses entreprises, plutôt que juste s'intéresser aux 10 premières. Mais pourquoi est-ce que finalement, je prends peu en compte le fait qu'une fois dans le top 10, les entreprises ont tendance à sous-performer, etc. C'est tout simplement parce que si je m'intéresse aux ETF, alors je vais regarder la performance des ETF. Là, on est vraiment sur la partie concentration, etc. On apprend qu'une fois dans le top 10, elle sous-performe. Mais moi, si je regarde la performance des ETF, surtout les gros ETF type S&P 500, MSCI Monde, etc., je constate que la performance est excellente. Donc je me dis finalement, cette étude, même si elle est intéressante théoriquement, en pratique, il s'avère que les ETF sont toujours aussi difficiles à battre pour les gestionnaires d'actifs. Et justement, en parlant de gestionnaires d'actifs, en lisant pas mal d'articles sur le sujet, je me suis aperçu que justement ceux qui tiraient la sonnette d'alarme le plus fort sur « attention, les indices sont bien concentrés, etc. », ce sont les gérants de fonds. Et pourquoi ? Parce que ce sont eux que cette situation embête le plus. Comme ils sont concurrencés par les ETF, il faut qu'ils amènent une vraie valeur ajoutée. Il faut qu'ils essayent de trouver des valeurs un peu originales, si vous voulez. Si leur portefeuille, c'est Apple, Amazon, Meta, Nvidia, etc., ou bien si en France, leur portefeuille, c'est LVMH, Total, Schneider Electric, etc., les clients vont leur dire « mais attendez, moi, pourquoi est-ce que je paye des commissions si c'est pour avoir un équivalent ETF, si vous voulez ?» Donc, je ne vais pas dire que ces valeurs-là leur sont interdites, mais en tout cas, il faut qu'ils se méfient, parce que s'ils en mettent trop, on va leur dire « ah, mais vous faites finalement la même chose qu'un ETF en plus cher », ça c'est le premier point. Et même s'ils sont investis dans ces grosses valeurs, dans ce fameux top 10, alors ils vont potentiellement même continuer à sous-performer, parce que la plupart des gérants de fonds sont plutôt équipondérés, alors que comme les ETF vont avoir ce fameux poids de 33% pour les 10 premières, en tout cas pour le SP500, malgré tout, même s'ils copient un petit peu l'ETF, ils vont avoir tendance à sous-performer. Donc c'est très compliqué pour eux. C'est très compliqué parce qu'ils ont un indice de référence, ils ont un benchmark qui a un peu tout cassé en termes de performance ces années précédentes, qui est extrêmement difficile à battre. Donc c'est eux qui vont avoir tendance à être le plus critique sur cette concentration, mais finalement en tant qu'investisseur ETF, et moi je fais à la fois du stock picking et des ETF, très franchement, je n'ai absolument aucune inquiétude sur cette partie concentration. Alors si vous êtes vraiment inquiet, si vraiment vous avez peur d'investir dans des ETF parce qu'ils sont trop pondérés sur certaines valeurs, vous pouvez toujours vous protéger en prenant des ETF équipondérés. Bon, ils sont relativement rares, mais sur les gros indices, ça se trouve. Mais autant je trouve logique d'avoir un portefeuille équipondéré, en termes de stock picking, de gestion active, si vous voulez. D'ailleurs, je vous mettrai en lien un article de Tommy Douzièche en lien de cette vidéo, de ce podcast. Je vous mettrai un article très intéressant sur tout le débat pondération ou bien capitalisation boursière en termes de pondération pour un gérant. Donc, autant je trouve ça logique pour un gérant d'actifs, autant pour un ETF, ça me fait un petit peu peur. Et il suffit pour ça de regarder la vidéo. Donc, je crois que c'est mon avant-dernier podcast sur les indices, notamment small caps, où j'explique qu'il y a un biais qui est vraiment dangereux. Et c'est le fait que, et c'est le même biais en fait sur les indices équipondérés, c'est le fait que, je vais prendre Nvidia qui parle à tout le monde, si Nvidia double une performance qui fait exploser la valeur, pour maintenir le pourcentage équipondéré, l'ETF va devoir vendre du Nvidia au fur et à mesure de la montée. Et à l'inverse, si une valeur à l'intérieur de cet indice se casse la figure, dans la vidéo je parlais d'Atos, dans ma vidéo précédente je parlais d'Atos, pour garder l'équipondération, l'ETF va devoir racheter des valeurs perdantes et vendre les valeurs gagnantes. J'aime pas du tout ce type d'approche. Donc autant l'équipondération, c'est logique pour un portefeuille gestion active, autant pour de la gestion passive, je ne suis pas fan. Mais si on regarde les résultats, si on compare notamment sur le SP500, qui est là où on trouve des ETF équipondérés relativement facilement, si on regarde qui gagne entre un SP500 normal et puis un SP500 équipondéré, on s'aperçoit que l'équipondéré va surperformer 53% du temps. Et donc le normal va gagner que, entre guillemets, 47% du temps. Donc en fonction de où vous mettez le départ d'un graphique, si vous voulez comparer les deux, vous pouvez faire dire au graphique n'importe quoi, vous pouvez lui faire dire c'est l'équipondéré qui gagne ou c'est le classique market cap qui gagne. Mais voilà, dans les faits, léger avantage à l'ETF équipondéré
même si, voilà, je vous le dis, je suis pas fan, mais si vous aimez les stats, il faut avouer que les ETF équipondérés ont tendance à gagner. Mais comme je vous le disais, c'est assez peu fréquent, donc je pense pas que vous trouviez du SP500 équipondéré pour le PEA, par exemple, ou voilà, c'est toujours un petit peu plus compliqué à trouver. Dites-moi ce que vous pensez de la concentration des indices. Est-ce que ça vous inquiète, notamment côté États-Unis, où on a une corrélation entre ces valeurs tech qui est relativement élevée, donc un risque qui paraît élevé avec toutes ces valeurs, là, compris une importance énorme, ou est-ce que, un peu comme moi, vous dites que finalement, c'est pas si grave parce que un ETF ou un indice reste globalement bien diversité. Mettez-moi ça en commentaire. Merci encore pour votre fidélité et à bientôt pour d'autres émissions.